C'est beaucoup d'analyse, de discussion, de réflexion, jusqu'à arriver à la décision finale. En Brésil, Ronaldinho, Ronaldo. Il y en a pas mal, mais si je dois en sortir un, Mbappé. Petit bonhomme, là, c'est pas Zizou. Là, c'est pas Zizou. C'est pas Zizou. Je vais faire le choix du cœur, je dirais Ronny, parce que voilà, il a laissé sur son passage un héritage extraordinaire. Là, peut jouer ici, peut jouer là, c'est la Salut à tous, bienvenue dans ce deuxième numéro de Jeux en triangle, nouveau podcast qu'on vous propose avec Geoffrey Stein et David Hernandez. Bonjour messieurs, comment est-ce qu'on va aujourd'hui ? Bah ça va bien, hein. Salut Arthur, salut Geoffrey. Salut David, salut Arthur, ça va très bien. Alors on est au tout début de cette aventure, donc on va rappeler rapidement le concept. On prend 3 joueurs que chacun d'entre nous va classer en 3 catégories, titulaires, sur le banc et au placard. On en débat et chacun livre son classement lors du temps additionnel en fin de podcast. On avait commencé avec Benzema, Lewandowski et Luis Suarez. Pour cette deuxième, on a voulu parler élégance, roulette, petit pont, infirmerie, mais surtout ancien nouveau Zidane. C'est parti pour un débat autour de Samir Nasri, Hatem Ben Arfa et Yohan Gourcuff, 3 joueurs de la même génération mais qui n'ont pas eu évidemment les mêmes parcours. On va se lancer tout de suite. Avec l'échauffement, on fait attention à ne pas se claquer. Je peux me lancer sur l'échauffement, je vais faire des talons-fesses appliqués. Si je devais retenir une image de l'ami Hatem Ben Arfa, c'est sa présentation à Paris, quand il y a cette question de Pierre Niguet sur pourquoi il prend le numéro 21, et qui dit que c'est en hommage à l'équipe 21. Et en fait, je prends ça parce qu'il y a beaucoup de Hatem, c'est-à-dire que c'est le plus grand moment de sa carrière, il va signer dans son club de cœur, le PSG. Au final, c'est un PSG post-Ibrahimovic. Tu peux te dire, ouais, Ben Arfa, c'est la future tête de proue, finalement, de ce nouveau Paris. Et une de ses réponses en conférence de presse, c'est un truc grand smile avec une désinvolture absolue, où il te dit qu'il a pris le 21 parce qu'il kiffe l'équipe 21. Voilà, ça me fait beaucoup rire et je trouve que c'est très Hatem Ben Arfa. Gourcuff, c'est un truc beaucoup plus vécu sur le terrain, c'est France-Serbie 2008. En fait, c'est le deuxième match de qualif à l'Euro. On sort de la défaite en Autriche. Il n'a pas encore fait sa grosse saison à Bordeaux. Là, c'est vraiment, il revient dans le championnat. Et en fait, là, je suis au stade un peu par hasard. J'ai pris des places au dernier moment, comme on pouvait faire au Stade de France à l'époque, parce que c'était une équipe de France un peu pourrie qui sort de l'Euro 2008. Et là, on est avec un pote et on se dit, mais c'est une dinguerie, c'est ce qui est en train de nous arriver. Là, ça y est, on a le nouveau Zidane. La question, elle se pose même plus. Et Gourcuff, ce jour-là, il rayonne, il est incroyable. Et c'est vrai que c'est un moment très fort parce que je me suis dit, ah ouais, là, on tient vraiment quelque chose de super à polir. Et tu te dis, ça va être notre patron pour 10 ans. Malheureusement, des événements se sont passés depuis. Et puis pour Samir, en fait, c'est un petit truc, c'est l'interview qu'il y a dans le doc sur Zidane, où il a 12 ans. Et on lui pose la question, ouais, justement, on lui parle de ce côté nouveau Zidane. Et il lui dit, ah mais non, mais Zidane, c'est le plus grand joueur du monde et tout. Et il a déjà cet accent marseillais incroyable, ces petites dents en avant. À la fois ce côté, non mais cette analyse du foot, cette lucidité sur le foot, et en même temps un petit peu il sait déjà qu'il est fort, donc il se plaît à jouer avec la caméra et tout. On retrouve déjà ce Nasri un petit peu communicant, comme il sait le faire. Donc voilà, je trouve que c'est assez symbolique aussi de ce qu'a pu être Samir derrière. Moi, pour Ben Arfa, il y a bien sûr le fameux documentaire de À la Clairefontaine, donc qui marque le début de sa starification et de ce qui aussi lui a coûté un peu cette carrière au haut niveau, qu'on en entendait tellement des monts et des merveilles, et qu'au final, il n'a pas su répondre à ses attentes, comme on a pu le dire dans l'autre podcast sur Benzema. Donc c'est vraiment ça, avec ce garçon, comme tu disais pour Nasri. Au final, c'est ce garçon qui était plein de talent, qu'on voyait à 13 ans déjà avec plein de talent, mais aussi avec son caractère, avec l'embrouille avec Diaby, qui est resté dans les mémoires. Pour Gourcuff, du coup, je vais te laisser le but contre le PSG, mais moi, c'est surtout sa présentation à l'OL qui avait été faite au stade de Gerland, donc j'étais dans les tribunes, et qui au final a marqué ce qui était Gourcuff, cette starification dont il ne voulait pas, et qui a eu cet effet négatif sur son rendement, sur les attentes qu'on voulait sur lui à l'OL. Et plus personnel, j'ai eu la chance, grâce à des connaissances, d'avoir ces chaussures Adipure. Donc, Pardon. Ah d'accord. Donc voilà.
Connaissance Jean-Michel Aulas. Non, un ancien attaquant de l'Olympique Lyonnais, Ah oui, dont on taira le nom. qui a joué au Havre. Exactement. Ou à Sochaux. Dédicace à Rémi Farge. Et du coup, pour Samir Nasri, en fait, Nasri, j'ai pas d'image marquante à proprement dit sur lui. Donc, il y a ce fameux championnat d'Europe en 2004 avec les U17 et ce trio Menez, Ben Arfa, Nasri. Mais si je dois me rappeler d'un truc, ça serait au final, ça passe D pour Benzema pour leur première sélection avec l'équipe de France contre l'Autriche, ouais. Et qui au final rentre parfaitement dans cette catégorie des nouveaux Zidane. Donc on disait pas que c'était le nouveau Zidane, mais on avait placé des grandes attentes sur ce duo Nasri-Benzema dont on attendait beaucoup et qui au final, leur histoire avec les Bleus ne s'est pas vraiment passée comme prévu, quoi. Alors moi pour Ben Arfa, c'est vraiment l'image que je retiens, c'est l'image de c'est une image plutôt générale, hein, de ses débuts à Lyon. C'est l'image que j'ai envie de retenir de lui, le jeune Hatem qui en a plein les chaussures et qui est capable de tout, un petit génie. Alors déjà tu sens qu'il n'est pas très facile à gérer, mais derrière il y a eu tellement de galères, tellement d'irrégularités, des coups d'arrêt dont on parlera. Tout ça, c'est venu polluer sa carrière, évidemment. Hein. Mais voilà, moi, c'est l'image du début, un joueur qui me procurait énormément de plaisir, notamment avec Karim Benzema. Et donc, c'est ça que je retiens de lui et l'image qui me vient vraiment quand on m'évoque Ben Arfa. Nasri, pour moi, c'est une image comme ça. C'est son doublé contre Manchester United qui marque peu de temps après son arrivée avec Arsenal. On surveille, on aime bien surveiller quand même ce que font les jeunes Français qui débarquent à l'étranger, surtout en Première Ligue, et j'étais devant ce match et j'avais beaucoup apprécié le voir tout de suite marquer les esprits. Et puis Gourcuff, c'est aussi un soir au stade, c'est un soir d'Olympico en 2014-2015. Ce but qu'il met, Lyon gagne 1-0 et il met ce but où il est lancé par Lacazette, 9 joueurs sur 10 il frappe du droit, lui il fait son petit crochet derrière la jambe d'appui. Il y a Mandanda, je sais plus qui c'est le défenseur, je sais plus. Mandanda, le défenseur qui finit limite sur les fesses, et lui il conclut d'une frappe du gauche, lucarne. Il fait sa célébration en courant tout droit, là il n'y a aucune émotion sur son visage, juste il court tout droit sur le banc des remplaçants. Et j'avais trouvé cette image exceptionnelle, et moi mon état dans les tribunes ce soir-là, c'était incroyable, donc grand souvenir. Voilà pour l'échauffement, on va pouvoir passer au match, messieurs. On va faire un match, mon gars, un match de chez match, on appelle ça. Alors on se lance avec Hatem Ben Arfa, par ordre alphabétique. Qui veut commencer ? Hatem, pour moi, forcément, ce qui différencie Hatem des autres et de beaucoup de joueurs, c'est sa qualité de dribble. Si tu regardes les stats, je crois que c'est le meilleur dribbleur en L1 depuis, sur les 15 dernières années, depuis qu'en gros Opta calcule le nombre de dribbles qu'il y a par match. Dans l'art du dribble, il sait tout faire. Le crochet, le petit pont. En fait, tu as l'impression des fois quand tu vois sur le terrain que c'est un joueur de five qui a percé au haut niveau, en fait. Et il a gardé cet état d'esprit-là. Alors des fois, ça empiète sur son efficacité. C'est un joueur qui va beaucoup plus chercher le beau geste que le geste efficace. Mais en même temps, c'est tellement séduisant parce que en fait, le jeu d'Hatem, c'est très charmant. C'est beaucoup de plaisir et ça te ramène beaucoup à l'enfance, à tes matchs avec tes potes. Donc, à la fois, ça peut être très frustrant parce que tu te dis, bon, là, on est là aussi pour gagner, on est au haut niveau. On a envie de voir un Hatem un petit peu plus sérieux, mais c'est tellement frais, tellement rafraîchissant que voilà, j'aime beaucoup cet Hatem presque adolescent qu'on voit sur les terrains encore aujourd'hui avec Bordeaux. Et il a gardé toujours cette espèce d'enfance, d'insouciance sur le terrain que je trouve très belle. Ouais, je te rejoins complètement là-dessus. Il est vraiment encore dans ce qu'on peut appeler le football plaisir. Et des fois, il est peut-être même trop dans ce football plaisir à vouloir toujours faire le petit crochet qu'il faut pour régaler le public. Et c'est pour ça aussi que par rapport aux trois, moi, c'est celui que je vois plus comme un Messi, qui se rapproche plus d'un Messi que d'un Zidane, comme on a pu dire le nouveau Zidane. Mais pour moi, c'est plus un Messi, comme on a pu le voir avec son but quand il était à Newcastle, où il part de sa surface et qui dribble toute l'équipe c'était Hull City, je crois. Mais dans j'ai aussi ce côté de celui qui c'est le plus réinventé au fil de sa carrière, je trouve. Parce que quand il a commencé à Lyon, ou même quand on le voyait dans le documentaire et dans sa formation à Lyon, c'est que c'était un joueur fantasque, qui driblait, qui était sur un côté, qui aimait bien faire la différence sur le côté. Et au fur et à mesure des années, on l'a vu à Nice, où il s'est beaucoup plus réaxé, et qu'il est devenu peut-être plus buteur dans l'âme que ce qu'il n'était au début de sa carrière.
Donc je trouve qu'il a quand même eu cette intelligence de revoir son style de jeu avec les années qui ont passé et de comprendre aussi qu'il pouvait peut-être plus faire les mêmes différences à 32 ans qu'à 20 ans. Alors j'étais curieux justement d'avoir votre avis là-dessus, savoir si vous l'aviez préféré en tant que joueur un peu plus axial ou sur le côté. Moi je sais que je le préfère largement quand il est sur le côté, et puis parce que ça me rappelle ses jeunes années. Après effectivement il s'est plus réaxé à la fin, il a même joué faux neuf je crois. À Nice, neuf, et quasiment neuf avec Valère Germain, c'est une espèce de duo, quoi, ou à Rennes. Après, pour autant, c'est pas un joueur qui a fait des énormes statistiques en carrière. À part à Nice, justement. Ouais, à part à Nice. Moi, j'avais noté qu'il avait fait seulement une saison au-dessus des 10 buts. 76 buts, 62 passes en carrière, c'est pas phénoménal. J'ai pas rappelé son parcours, hein, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup bourlingué, comme on dit. Formé à Lyon, bien sûr. Il est allé à l'OM pendant 3 saisons. Il a fait Newcastle aussi. Hull City, Nice, le PSG, Rennes, une grosse expérience à Valladolid, et puis au Girondins de Bordeaux. Moi, Ben Arfa, alors je sais qu'il y a plusieurs critères pour parler de talent, mais parmi les 3, c'est peut-être celui qui a le plus gros talent pur, parce que forcément, c'est peut-être un raccourci, mais on est censé d'associer quand on parle de ce type de joueur-là, d'associer le talent aux qualités techniques et à la capacité d'effacer et de dribbler. Et pour moi, il y a un niveau d'écart sur sa capacité en fait à faire la différence tout seul. Là où les 2 autres, je pense qu'on l'évoquera après, étaient beaucoup plus capables de faire briller le collectif et de briller au milieu d'un collectif. Complètement d'accord, et d'ailleurs il y a pas mal de top buts, je trouve, dans la carrière de Ben Arfa. Donc on a parlé de ses rushs solitaires avec Newcastle, mais il y a pas mal de frappes de loin. Même à Nice ou à Rennes, il a encore fait des dingueries où il driblait 3-4 joueurs pour aller marquer. Clairement, il a cette capacité à faire basculer un match sur un geste, sur une action. Après, pour le coup, à l'inverse, pas du tout une réputation de joueur de grands matchs. Très peu de grands souvenirs dans des grandes affiches, voire même plutôt à l'inverse, des matchs très effacés. Et aussi ce côté, on est vraiment obligé d'adapter le collectif à Ben Arfa. Là, on l'a vu avec Gasset, qui était vraiment dans cette optique d'adapter tout son système à Bordeaux autour de lui. Puel l'a fait à Nice. À Rennes, c'était un peu pareil. Et dès que ça a commencé à frictionner avec Julien Stéphan, ça a commencé à aller sur le banc, à faire la gueule et tout. Pour le coup, obligation un petit peu de s'adapter aux joueurs et aux personnages Ben Arfa. Et c'est d'ailleurs pour ça que ça s'est souvent mal terminé avec ses clubs. Il est très rarement parti en bon terme d'un club. Entre son passage, c'est parti à Marseille. À Lyon, le départ est pas ouf non plus. À Paris, voilà, on sait comment ça s'est passé avec Nasser, 1 an au placard pour le coup. Pour moi, on a vu quand même assez vite les limites d'Hatem pour le très haut niveau. Parce que voilà, on est toujours obligé de s'adapter. En fait, il est trop entier. Et il a certes un peu réussi à adapter son jeu sur le terrain. On a quand même dû beaucoup s'adapter à lui quand même. Pour moi, il y a 2 choses intéressantes dans ce que tu viens de dire. C'est déjà le fait qu'il n'ait pas brillé dans les grands matchs. En fait, il a peu joué de très grands matchs déjà, parce que c'est l'une des limites de sa carrière. Son parcours a fait qu'il a eu peu de grosses affiches au-delà du niveau national à disputer. Donc ça, c'est un vrai problème pour lui. Et la deuxième chose, c'est sur le côté collectif. J'ai essayé d'y réfléchir pour aller dans ton sens. J'ai pas le souvenir d'une équipe qui ait brillé collectivement avec un Hatem Ben Arfa titulaire et homme de base de l'équipe. Le Nice de Puel, encore une fois, pour moi, c'est sa saison référence. Ouais, sa saison référence. Le Nice de Puel, ça finit quand même 4e avec un groupe de base qui est pas exceptionnel. C'est une très belle saison pour l'OGC Nice. Voilà, il y a cette saison-là où il est au centre du projet et où d'un coup il fait exploser un club, alors qu'en plus il sort d'une année blanche et tout. Cette saison-là, c'est très fort ce qu'il arrive à faire, mais finalement c'est un épiphénomène dans sa carrière. Après, à l'échelle de sa carrière, il y a eu plusieurs gros coups d'arrêt à mettre à sa décharge. Il y a eu notamment quand il signe à Newcastle, il y a cette grave blessure très peu de temps après son arrivée. En fait, il joue un match, son premier match de Première Ligue, il marque tout de suite. Et quelques jours après, il se fait tacler par De Jong, je crois, le poète Nigel De Jong. Le poète. Et il a mis 1 an à vraiment revenir. Il y a eu un petit retour à la préparation d'été, mais il met 1 an, une année complète à revenir et à rejouer vraiment régulièrement. Et puis il y a une saison, alors c'est 2014-2015, où il fait une demi-saison qui est pourrie avec Hull, où il est prêté de Newcastle. Et je crois, si je dis pas de bêtises, que c'est après cette demi-saison-là qu'il est en pourparlers pour aller à Nice. Déjà, en fait, 6 mois. Tu dois signer, mais il y a des soucis avec la FIFA, etc. Parce qu'en fait, il aurait joué 3 matchs. 3 clubs différents. Et donc ça, c'est encore un gros coup d'arrêt presque d'une saison, parce qu'il y a cette demi-saison tronquée avec Hull et ensuite une demi-saison blanche,
où à l'époque, je me rappelle, son agent, alors où c'est lui qui s'exprime via son agent, j'imagine, hein, mais parle presque d'envisager une fin de carrière. Donc c'est quand même des sacrés coups d'arrêt, enfin qui vont au-delà même des pépins physiques où lui il en a peut-être eu moins que forcément que Yoann Gourcuff par exemple. Oui, ça montre aussi ce côté un peu sentimental de Ben Arfa, qui on parlait dans le dernier podcast de Benzema, qui avait besoin de se sentir aimé. C'est la même chose pour Ben Arfa, c'est que s'il se sent en confiance, il va pouvoir te donner 100% de ses capacités, mais s'il a décidé d'être la tête de mule qu'il veut être, il va être la tête de mule. Donc c'est aussi un des défauts qu'on peut lui reprocher au long de sa carrière, de ne pas avoir peut-être eu l'intelligence d'esprit de mettre un peu d'eau dans son vin et de se dire là c'est peut-être 6 mois difficiles, mais je vais remonter la tête au-dessus de l'eau. Ouais, je trouve qu'il a quand même eu beaucoup de caractère pour revenir de cette blessure justement à Newcastle. Et après, je trouve que ce qu'il a fait à Nice, à Rennes, à Bordeaux, même si là, ce qu'il fait à Bordeaux, c'est pas non plus incroyable, mais il arrive toujours quand même il sort de mois difficiles, il arrive à rebondir. On sent qu'il a un énorme amour du foot. Donc du coup, il s'accroche à ça perpétuellement. T'as l'impression que c'est un éternel recommencement pour Athème. Et cette blessure à Newcastle est d'autant plus dommageable qu'il est de ce premier match en équipe de France post-Naïsna avec Laurent Blanc en Norvège, le match amical, où il n'y a aucun mec de Naïsna, c'est la décision de la fédération, aucun mec de la Coupe du Monde 2010 qui est sélectionné. Il marque, derrière il se blesse, il a quand même la force de caractère pour être sélectionné à l'Euro 2012. Et malheureusement, encore une fois, c'est tout à thème, ça s'embrouille dans le vestiaire à la mi-temps de France-Suède avec Blanc, et donc du coup, derrière, on le revoit plus vraiment en équipe de France, et voilà, cette période-là, finalement, elle est assez symbolique. Il y a l'espoir du fait qu'il puisse prendre les clés, la blessure, le caractère pour revenir, mais derrière, finalement, trop limité, à la fois, dans son attitude, trop limité pour le haut niveau, pour finir par s'imposer sur la durée. On va pouvoir passer à Yoann Gourcuff. Rennes, 2003-2006, formé là-bas. 2 ans au Milan, entre 2006 et 2008. Ensuite, il est prêté puis vendu définitivement à Bordeaux, où il passe 2 ans, pareil, 2008-2010. Et puis ensuite, il y a 5 saisons à l'OL. Et puis ensuite, 3 saisons à Rennes aussi, de nouveau, et Dijon, pour une fin de carrière dans l'anonymat total en 2018-2019. Qui veut se lancer sur Yoann ? Pour moi, c'est le plus gracieux des trois. C'est celui qui a le plus de grâce sur le terrain. Quand on parle des nouveaux ZZ, c'est vraiment celui qui se rapproche le plus de Zidane dans la gestuelle, dans son but contre le PSG. C'est pas du Zidane tout craché, mais on sent le côté Zizou dans son double contact, sa roulette, c'est tout Zizou. Et donc il fait un peu partie de ces numéros 10 à l'ancienne qui ont disparu avec la nouvelle génération où c'est beaucoup plus sur la vitesse, sur le 4-4-3, le 4-3-3, pardon. Et du coup, de ces joueurs qui sont là sur le terrain pour faire jouer les autres plus que pour jouer pour eux-mêmes. Et du coup, c'est vraiment sa qualité première, c'est ce qui est ressorti le plus de sa carrière, je trouve. Il a été la pièce centrale. On a souvent reproché ses blessures et tout ça, mais il ne faut pas oublier que ça a été la pièce centrale du projet des Girondins de Bordeaux de Laurent Blanc. Ça tournait tout autour de lui. Bon, il était entouré, mais c'était lui le détonateur, c'est lui qui mettait la dernière passe et il a sublimé ce collectif pour moi. Ouais, je suis d'accord avec toi sur Gourcuff, sur le côté, c'est le plus zidanesque des trois, je suis complètement d'accord. Il y a tout en fait de Zidane, le côté follant, toujours faire les choses pour l'équipe. C'est-à-dire qu'il y a en effet des roulettes, des râteaux, des gestes techniques magnifiques, mais c'est toujours fait dans le sens du collectif. Et puis pour moi, sur les trois, c'est celui qui a eu le prime le plus haut. Après, ça a été très rapide, c'est 18 mois en fait. 18 mois à Bordeaux, mais pour le coup, c'était exceptionnel. Le niveau de Gourcuff pendant ces 18 mois à Bordeaux, c'est fou, il y a des buts incroyables. Il finit top 10 des buteurs de Ligue 1 cette saison-là. Son duo avec Chamac est fou. Ils font champion de France et ils gagnent la Coupe de la Ligue. En équipe de France, il y a ce match contre la Serbie que j'évoquais, mais il y a aussi son but incroyable en Roumanie qui te sauve d'une défaite et il fait passe décisive pour Ribéry de souvenir sur le premier but. Et vraiment, ces 18 mois de Gourcuff, enfin moi j'avais 18 ans,
Je me suis dit, mais c'est un délire, c'est incroyable, on tient quelque chose de fou. Vraiment, il y a pas d'égal. Le grand Gourcuff, pour moi, c'est meilleur que le grand Ben Arfa ou le grand Nasri, en tout cas ce qu'on a vu sur le terrain. Ouais, puisque intéressant, quand tu parles de Gourcuff, tu parles tout de suite, il y a eu son duo avec Chamakh notamment, tu peux parler de Gourcuff qui brille à travers les autres aussi. Et c'était le seul qui pouvait aussi briller véritablement à travers les autres et à travers le jeu collectif autour de lui. Après, par rapport au rapport au collectif, je trouve qu'il y a quand même un petit paradoxe avec Gourcuff, c'est que on serait tenté de penser, et c'est peut-être certainement la vérité, hein, mais que c'est le plus facile des trois à intégrer dans un collectif, et le joueur le plus collectif des trois, mais à la fois, c'est peut-être celui qu'il fallait, on parlait de Ben Arfa tout à l'heure, mais qu'il fallait le plus mettre dans les conditions vraiment idéales pour qu'il puisse briller. Je me souviens qu'il y a eu beaucoup de débats à Lyon, notamment sur son positionnement, où alors pour le coup, il a brillé, enfin il a été pas si mauvais que ça en enchaînant quelques matchs à gauche, mais on avait l'impression qu'il fallait vraiment qu'il y ait le bon 6 derrière lui, qu'il soit dans le cœur du jeu, qu'on lui donne vraiment les clés du camion pour qu'il puisse donner le meilleur de lui-même, et je trouve que ça en faisait un joueur pas si facile que ça, ou qu'on pourrait le penser à parfaitement intégrer à un collectif. Je suis pas tout à fait d'accord dans le sens où il a quand même un volume de jeu bien supérieur à Ben Arfa. En fait, c'est parce que la version qu'on avait à Lyon, c'était une version limitée physiquement. Mais en fait, un Gourcuff au top de ses moyens physiques, c'est quand même un mec avec un gros volume de jeu, capable de récupérer des ballons, d'avoir une zone d'action très importante sur le terrain. Donc en fait, je pense que le débat à Lyon, c'était plus comment permettre à Gourcuff de limiter ses déplacements et de bonifier ce qu'il apporte offensivement sans avoir à trop le solliciter sans le ballon. Mais finalement, en fait, c'est pas... je pense que c'était pas lié à son attitude ou à son envie profonde, c'était lié à ses limites lyonnaises en fait. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'interprète. Après, peut-être que je me trompe, mais je pense que Ben Arfa, c'est viscéralement un mec voilà, qui va pas forcément se faire très mal pour le collectif. Alors que Gourcuff, je pense qu'il aurait eu envie, mais qu'à un moment, il a été... Et après, pour le coup, c'est peut-être un de ses défauts, très à l'écoute de son corps, avec des vraies fragilités mentales. Peut-être aussi, ça vient aussi du poste. Pour moi, par rapport aux deux autres, Gourcuff, c'est vraiment plus un milieu de terrain. Alors oui, Nasri il peut jouer en numéro 8 ou en numéro 10, mais Gourcuff, pour moi, c'est soit le numéro 10, et comme quand tu dis, s'il était en pleine capacité de ses moyens, soit un numéro 8, un relayeur, etc. C'est vrai que, en fait, quand à Lyon, on l'a mis sur un côté, c'était peut-être plus par la force des choses et par rapport à... On joue en 4-3-3, du coup, on ne peut pas te mettre en numéro 10, et en numéro 8, tu n'es plus assez physiquement au point pour faire tous les efforts. Du coup, on va te mettre sur un côté où ta technique sera toujours appréciée et appréciable. Et du coup, ouais, pour moi, c'est plus par rapport à ça que moi, Gourcuff, je le vois plus comme un milieu de terrain 8-10 que comme un joueur offensif avec une palette plus large, quoi. Après, bon, il y a évidemment le gros problème, ça devient presque un cliché de parler de ça avec lui, mais c'est les pépins physiques qu'il a enchaînés tout au long de sa carrière. Et donc, ça lui a évidemment miné sa carrière. Après, pour moi, si on fait le parallèle avec Ben Arfa a moins eu l'occasion, au final, de prouver qu'il était fait ou adapté au très haut niveau. C'est-à-dire qu'à Paris, en fait, il y a eu une saison blanche, il a été mis de côté par Emery, etc. Gourcuff, il a eu 5 saisons à Lyon, c'est quand même énorme. Gourcuff, il a été au Milan très jeune, il n'a pas réussi à confirmer. Pour moi, il a montré qu'il était malheureusement incapable de s'adapter, que ce soit physique ou mental, aux exigences du très très haut niveau, alors qu'il en a eu la chance. Et il symbolise en plus l'OL sur le déclin du coup. C'est-à-dire que c'est la fin des années 2000 complètement dorée pour Lyon. Après, il va y avoir tout un contexte, la construction du parc OL qui va entraîner un changement de stratégie de l'OL pour plus miser sur la formation et tout. Mais en fait, lui, quand il arrive en 2010, ce changement de stratégie, il n'est pas vraiment opéré. Tu arrives dans un OL qui a envie d'être très compétitif au niveau européen. Je pense sans compter sur des joueurs qui sont moyens. Exactement. Et du coup, il va malheureusement, un peu malgré lui, parce qu'il n'est pas tout le temps sur le terrain, mais un peu malgré lui, symboliser aussi cette OL sur le déclin. Et c'est... En fait, les deux vont s'imbriquer et ça va déteindre sur l'image de Gourcuff et sur l'image de l'OL. Alors après, je sais pas si c'est une cause à effet ou pas, mais je trouve que l'aventure lyonnaise de Gourcuff résume en gros la carrière de Gourcuff. C'est qu'en fait, on critique beaucoup son passage à Lyon, mais moi, j'ai un vrai sentiment de gâchis de son aventure à Lyon, en fait. Parce que à chaque fois qu'il a joué, peut-être pas à chaque fois, mais il y a quand même de nombreux matchs où je l'ai trouvé vraiment décisif, où il avait toujours ce petit geste. Moi, je me rappelle de son petit piqué sur Ruffier dans le derby à Gerland, où il montre sa technique, qu'il a encore cette technique.
Et je trouve que ces 5 saisons à Lyon sont le reflet psychologique et en même temps sportif de ce qu'était Gourcuff, capable de choses extraordinaires, mais qu'on n'arrive pas à voir sur la durée parce qu'il est toujours fragilisé. Il fait 3 matchs, après tu es obligé presque de le laisser 3 matchs sur le côté parce qu'il faut qu'il se remette. Voilà, pour moi, c'est vraiment les 5 saisons à Lyon qui sont le reflet de ce qu'a été la carrière de Gourcuff. Alors après, est-ce que c'est une cause à effet ? Est-ce que c'est Lyon qui a tué Gourcuff ou est-ce que Gourcuff s'est tué à Lyon ? Il joue 23 matchs en entier à Lyon quand même. Ouais, 23 matchs en 5 saisons. C'est incroyable. Bah, quand il était titulaire, tu savais qu'il fallait que tu en profites pendant 45 minutes parce qu'à l'heure de jeu, il allait sortir, quoi. Et je pense qu'il n'y avait pas besoin des supporters lyonnais pour avoir mal au cœur de voir Gourcuff dans cette situation à Lyon et de voir un Gourcuff qui a fini même par agacer en fait son vestiaire, quoi. À sortir tout seul du terrain et un match où il se pète sur une frappe, il sort tout seul du terrain, c'était avec Fournier, je crois. Et là tu te dis bon, ok, ça devient compliqué. Il commençait à y avoir des trucs qui sortaient dans la presse. Telle personne en ont un peu marre qu'on fasse tout autour de Gourcuff et que ce soit un peu pas la diva, mais voilà, le centre de l'attention. Chose qu'il voulait pas de base. En plus, c'est ça en fait le plus paradoxal dans la carrière de Gourcuff, c'est qu'on l'a starifié, comme quand sa présentation à Lyon, c'est qu'on en a fait des monts et des merveilles, alors que lui, il a toujours dit qu'il préférait, pas l'anonymat, mais qu'il était bien dans son petit cocon, qu'il fallait pas trop le déranger. Et après, ça lui a peut-être porté préjudice aussi, comme on a pu voir en équipe de France, où il a eu l'embrouille avec Ribéry, etc. Donc peut-être que lui aussi, il a ses torts dans l'histoire, mais je trouve que la starification qu'on lui a fait lui a peut-être plus porté préjudice par rapport à l'image qu'on a de lui que celle qu'il a voulu renvoyer lui. Oui, mais si tu veux pas de starification, tu demandes pas à partir du Stade Rennais aussi jeune pour rejoindre le Milan, et quand tu es à Bordeaux, après 2 saisons à Bordeaux, parce que il a marqué l'histoire avec Bordeaux, hein, mais il a pas laissé une empreinte de 10 ans là-bas non plus. Après 2 saisons complètes à Bordeaux, il demande son départ, et les premières journées, il est mis sur le banc à l'époque, parce qu'en fait, voilà, c'est clair pour tout le monde, Gourcuff ne veut plus jouer pour Bordeaux. Et tu pars pas dans ces conditions-là si tu veux pas prendre le risque d'avoir le revers à la médaille derrière. C'est pas un transfert qui s'est fait de manière tout à fait normale et lisse, le transfert de Bordeaux à Lyon. Et donc, c'est pas qu'il l'a un peu cherché, mais tu peux pas dire je ne veux pas de starification quand tu pars dans ces conditions et que tu dis je veux partir à Lyon parce que ça joue à la Ligue des Champions et c'est le très haut niveau. C'est impossible. Son année 2010, c'est clairement le tournant de sa carrière. Tu as cette deuxième partie de saison avec Bordeaux qui est complètement pourrie. Ils ont 8 points d'avance à la trêve. Et derrière, ils vont perdre le titre. Il est de l'équipe de France qui fait Naïsna. Je suis pas sûr qu'ils soient un des leaders de la fronde, mais en tout cas, il est là. Il se prend un rouge contre l'Afrique du Sud en plus, l'histoire de couronner le tout. Derrière, il y a ce transfert à Lyon. Enfin, clairement, là, la bascule se fait en fait dans ces 7-8 mois là, de 2010 où tout part un petit peu en sucette de partout et il n'a jamais réussi vraiment à retrouver l'élan qu'il avait sur ces 18 mois incroyables à Bordeaux. Bon, on va peut-être pouvoir passer à Samir Nasri, qui est peut-être le joueur qui a le plus montré, en tout cas qui a l'expérience la plus significative dans des clubs de haut niveau. Ouais, ça démarre à Marseille, où finalement assez vite il va être responsabilisé à l'OM. Il finit meilleur passeur de Ligue 1 quand même en 2008. Et puis c'est vrai que derrière il a une expérience du très haut niveau, Arsenal, Manchester City, FC Séville. Là voilà, on est sur la crème de la crème européenne. Et il va réussir vraiment à être très très fort, notamment... Il y a 2 saisons pour moi qui sont très symboliques de la réussite de Nasri en Première Ligue. C'est Arsenal 2010-2011, où il met 15 buts, toutes compétitions confondues, équipe type de Première Ligue. Il est juste à son top, il est exceptionnel. Derrière, le départ se passe pas parfaitement avec Arsène. Voilà, on sent qu'Arsène veut le garder et que Nasri il est bien tenté par les dollars de City. Et City, ça va lui donner raison. Il va gagner 2 titres de champion. Et puis il va faire donc, cette saison 2013-2014 où il est en double-double, là aussi, toutes compétitions confondues. Donc plus de 10 passes et plus de 10 buts. Et là, il prend encore une autre dimension. Ce qui donne des regrets. Quand on dit 2013-2014, dans la foulée, il aurait dû y avoir la Coupe du Monde 2014. Et en fait, c'est le revers de la médaille de Nasri. Pour aborder tout de suite ça, c'est ce qui s'est passé en équipe de France. Son impact en équipe de France est quasiment inversement proportionnel avec ce qu'il a pu être en club. Et à ce moment-là, c'est très symbolique. Il fait sa meilleure saison en club et il n'est pas à la Coupe du Monde parce qu'il passe complètement à côté de son Ukraine-France, de son barrage aller.
Et donc du coup, derrière, il n'arrive jamais à revenir dans les petits papiers de Deschamps. Et finalement, en fait, à la fin, on se dit que c'est presque logique. C'est lui-même qui s'est mis hors course. Parce que vraiment, quand on regarde ce match Ukraine-France, tout le monde est catastrophique sur ce match en Ukraine, faut bien le dire. Mais on attend beaucoup plus d'un leader technique que devait être Nasri à ce moment-là. Et voilà, malheureusement, il passe à côté de ce rendez-vous-là qui aurait pu le lancer complètement en bleu, comme on a dit dans le podcast précédent que le retour France-Ukraine avait presque lancé Benzema s'il n'y avait pas eu toutes les histoires après. Ouais, et bon, c'est vrai que c'est extrêmement frustrant, mais à la fois, enfin ce parcours en bleu, je parle, mais à la fois, tu regardes son nombre de sélections, aussi frustrant que ça puisse être, il en a 10 de plus que Gourcuff et plus du double de Ben Arfa. Ouais, il a eu 41, je crois. Oui, c'est ça, 41 sélections. Donc c'est quand même là, en fait, il y a un fossé, il y a un petit fossé entre lui et les deux autres. Alors qu'il y a un point sur lequel je vais pas le mettre au-dessus des deux autres, mais entre les deux, c'est sur le style de jeu peut-être, où c'était un joueur autant capable de faire briller son équipe que de rush individuel exceptionnel. Il y a un but contre Porto, je crois, en Ligue des Champions, c'est contre Porto, où il dribble tout le monde dans la surface et il frappe en angle fermé, qui est exceptionnel. Et à la fois, il savait briller. Son premier match à Manchester City en Première Ligue, c'est triplé de passes décisives. Donc ça, je trouve ça très fascinant dans le profil de Nasri. Et dans ses statistiques, il a plus de buts, plus de passes que les deux autres, alors que sur le terrain, c'est peut-être celui qui avait le poste le plus reculé à la base. Je me rappelle, il y avait eu des interviews, je me demande si c'était pas Albert Raymond qui disait que c'était un nouveau 6. Voilà, le 6 de demain, et que ses premiers entraîneurs considéraient que c'était un numéro 8, quoi. Alors que les deux autres avaient un profil 10, 9,5. Et je trouve que du coup, ça en fait un profil extrêmement complet. Et puis pour revenir un peu sur ce caractère, c'est ce qui lui a coûté sa carrière en équipe de France, avec notamment aussi ces fameux incidents à l'Euro 2012. Mais aussi, c'est ce qui lui a permis aussi de s'imposer à Marseille, parce que Marseille, ils sortent, à la différence de l'OL par exemple, ils sortent pas souvent des joueurs du centre de formation. Là maintenant, tu as Boubacar Kamara, mais avant, Nasri, c'était vraiment le petit prince de Marseille. Et ça faisait, entre Nasri et Kamara, il n'y a quand même pas 50 minots qui sont sortis. Et comme tu en parlais dans l'échauffement, cette fameuse interview où il est devant la caméra, ça montre exactement ce qu'était Nasri. Sûr de lui, qui aussi, surtout pendant ces jeunes années, qui sait bien se faire voir pour pouvoir accéder à ce qu'il souhaite. Et en même temps, ce caractère bien trempé de « je vais vous montrer ce que je vais faire, et si ça plaît pas, tant pis pour vous, je m'en fous ». Alors, ils ont la même image de gâchis en équipe de France. Par contre, à l'échelle de la carrière, pour moi, il y en a deux qui ont l'image de talent gâché. Et il y en a un, avec Nasri, on ne peut pas parler de talent gâché pour moi. On peut parler d'une frustration, c'est légitime, mais parler de talent gâché, c'est impossible, parce qu'il a des vraies références. Et ce côté bad boy, je vais vous montrer, c'est vrai qu'il a su le faire en fait. Il a su, je vais vous montrer que je sais m'imposer à l'OM, que je sais m'imposer à Arsenal, puis à Manchester City, même si il aurait pu faire encore mieux du côté de City. Il y a des buts importants, alors pas en finale de Ligue des Champions. Il met un but en finale dans le Community Shield. Il met un but en victoire de la Coupe de la Ligue, en finale de Coupe de la Ligue anglaise. Il est double champion d'Angleterre. Enfin, il met des buts importants. Il a des vraies références et tout ça fait que même si sa carrière s'arrête trop tôt, c'est-à-dire qu'à 29-30 ans, on n'entend plus parler de lui. Même si Antalya Sport, West Ham, Anderlecht, c'est pas fou. Il y a quand même jusqu'à ses 28 ans de vraies références, notamment aussi à Séville, où il s'adapte très bien avec Sampaoli. Et il s'est adapté à Guardiola et à Sampaoli quand même, c'est pas rien. Ouais, et sur ce côté, quand tu disais but dans des moments importants, c'est vraiment un joueur de grand match. Donc au-delà de ça, il y a la finale de l'Euro U17 dont on parlait pour la génération 87. C'est lui qui marque le seul but de la finale. Il met le penalty contre la Bosnie qui qualifie la France pour l'Euro 2012. Il met ce but contre l'Angleterre avant de faire son doigt d'honneur à la tribune de presse. Il met ce but contre l'Angleterre à l'Euro 2012. Il met pas mal de buts dans des derbies. J'ai regardé. Tu regardes ses stats en Première Ligue. En fait, tu vois les stats contre les très grosses équipes de l'époque, les United, Arsenal ou City, suivant où il était, Liverpool, Tottenham, elles sont très très bonnes. Il a des très gros stats contre tous les gros clubs de Première Ligue. Et il marquait très souvent, où il faisait des passes D dans les premiers matchs qu'il jouait dans les clubs où il arrivait. On sent que c'est un mec qui était vraiment j'arrive, je prouve, et beaucoup de caractère pour ça, pour s'affirmer, pour s'imposer. Et en effet, joueur en effet un petit peu entre les deux, c'est-à-dire l'élégance du dribble, et le timing de la passe, il avait un peu ces deux capacités-là, et aussi un bon joueur devant le but.
c'est vraiment, il y a beaucoup de belles références dans la carrière de Nasri, et aussi capacité à revenir de graves blessures. Lui aussi s'est fait une fracture du péroné en 2009, et il a réussi à revenir de ça. Donc non, voilà, une vraie force mentale qui lui a aussi coûté un petit peu, peut-être parce qu'il était entier en dehors du terrain. Il n'a pas toujours réussi à s'adapter dans les vestiaires, mais sur le terrain, ça lui a permis d'être un très fort joueur dans le meilleur championnat des années 2010. Écoutez, je pense qu'on a été complet. On va pouvoir passer au moment de vérité et au classement de chacun. C'est parti pour le temps additionnel. Additionnel, 3 minutes minimum. 3 minutes de bonheur en plus. Alors on le rappelle, messieurs, vous avez 1 minute, montre en main, chacun, pour nous livrer vos classements. Qui veut commencer ? Et bah du coup, ça sera soit le feu, soit la glace. Et du coup, j'ai préféré prendre le feu de Samir Nasri. Parce que pour moi, si tu veux gagner des titres et gagner des matchs, il faut avoir du caractère. Et c'est pour moi, par rapport aux trois, c'est celui qui a eu le plus de caractère, négatif certes, mais sur le terrain positif aussi, et qui a permis à ce qu'il s'impose, comme on a dit, à Arsenal, à Manchester City, qui était quand même Manchester City, le début du grand Manchester City qu'on voit actuellement. Et pendant les 2 titres, il met 30 buts et passes au cumulé sur les 2. Donc ça montre aussi son importance qu'il avait. Il n'était pas juste un faire-valoir des Citizens. Et pour moi, c'est celui qui est le plus complet et qui est le plus capable de s'adapter à différents systèmes dans le foot des années 2010 et qui pourrait le plus s'adapter au foot d'aujourd'hui. Donc c'est ce qui fait la différence avec Yoann Gourcuff, que je choisis comme remplaçant. Il ne fera pas le placard. Parce qu'on a beau le moquer et on a beau sur ses blessures et sur ce côté psychologique. Moi, c'est vraiment quelqu'un, même si ça a duré 18 mois et les quelques années à l'OL, c'est vraiment quelqu'un qui m'a fait kiffer par sa gestuelle, par ses buts, ses passes décisives. Et du coup, c'est ce qui me fait le mettre devant Ben Arfa, qui pour moi a un talent monstre, un talent intrinsèque monstre par rapport aux 2 autres. Mais son absence de leadership et au final de continuité dans sa carrière font que je le laisse au placard. Pour moi, ça sera le même trio. Dans le même ordre, je vais mettre Samir Nasri titulaire parce qu'en effet, c'est celui qui m'apporte le plus de garanties a priori, parce qu'il a le plus de références, parce que c'est le plus polyvalent, et parce que c'est tout simplement le plus facile à intégrer, je pense, dans un collectif et à faire bonifier les gens autour de lui. Je pense qu'il peut m'apporter toute son expérience et ce qu'il a vécu au très haut niveau. C'est celui qui a vraiment la plus grande longévité au plus haut niveau des 3, incontestablement. D'ailleurs, remplaçant Yoann Gourcuff, parce que c'est pour le coup vraiment très sentimental, ce que j'ai vécu avec Yoann Gourcuff et ce qu'on a tous vécu, je pense, pendant 18 mois à Bordeaux, avec l'équipe de France, et même après, comme vous le dites, il y a eu des bribes à Lyon de ce qu'on voyait, c'était magnifique à voir, c'était vraiment du football comme on l'aime, et en effet, le plus zidanesque des 3, donc... Et puis à mon avis, c'est le plus facile des 3 à mettre sur le banc, et pour des raisons psychologiques, on va dire, d'acceptation de ce rôle. Et Hatem, le placard, il l'a bien connu à Paris, donc il le retrouvera ici. Voilà, Hatem, tellement charmant, tellement on a envie d'être son pote, on a envie de rigoler avec lui. Mais pour aller au charbon au très haut niveau, je suis pas sûr que ça soit la meilleure idée. Donc voilà, beaucoup d'amour pour ce qui est Hatem, beaucoup de respect aussi, parce que sa carrière elle est loin d'être pourrie, hein. Il a quand même fait de belles choses. Mais voilà, un sentiment de gâchis par rapport au talent initial et de mec voilà, qui était pas vraiment fait pour aller très très haut. Bon messieurs, on va faire un 3 sur 3, hein. Le même trio là aussi. Bon, pour Nasri, globalement, je vais pas être très original, hein, mais il y a une carrière qui est évidemment, c'est trop court, évidemment qu'on en demandait plus, mais il m'en a montré largement assez pour que je le mette dans mon 11, et je crois qu'il n'y a rien de plus à ajouter. Connaissance du haut niveau, polyvalence, qualité technique individuelle, qualité collective. Donc il y a toute la palette pour en faire le point de départ en fait, d'une composition d'équipe de haut niveau pour moi. Ensuite, Gourcuff, là aussi, on est dans le ressenti. Pour moi, il y a habituellement un seul type de joueurs qui me font regarder des matchs juste pour eux. C'est les joueurs formés, pour le coup, je suis avec attention l'OL, donc c'est les joueurs formés à l'OL. Il y a des matchs que je vais regarder parce que j'ai juste envie de voir ce joueur rentrer
où ce joueur jouait, et ça me fait vibrer. Et ben Gourcuff, c'est le seul qui m'a fait ressentir la même chose, où j'avais presque l'impression que c'était un petit jeune de l'OL, alors qu'il n'avait c'était en rien un petit jeune qui démarrait. Mais quand je regardais l'OL pour lui et pour rien d'autre à une époque. Vraiment, je voulais juste le voir briller. Et donc, c'est très personnel. Et effectivement, c'est un joueur que je verrais plus s'asseoir sur le banc et accepter d'en sortir que Hatem Ben Arfa, qui va au placard. Parce que Ben Arfa, pour moi, c'est soit tu arrives à lui faire passer ce cap psychologique, mais personne n'a réussi à lui faire passer, et tu le mets en titulaire dans ton gros club et tu peux aller loin avec lui s'il arrive à s'adapter aux exigences du haut niveau, soit tu le mets au placard parce que Ben Arfa c'est soit titulaire et tu lui donnes les clés du camion, soit il va voir si l'herbe est plus verte ailleurs, quoi. Donc il n'a pas du tout sa place sur un banc de touche. Voilà, on a fait le tour du sujet sur ces anciens nouveaux Zidane. On espère que vous vous êtes régalés et on se donne rendez-vous très rapidement pour la prochaine de Jeux en triangle. Salut à tous. Salut à tous.